On va parler de publi-reportage, de publicité native, de brand content, de publicité cachée, de la manière dont les annonceurs veulent absolument aujourd'hui que leur publicité ressemble à des articles ou à des vidéos de rédaction, de journalistes, de vrais médias. Et je vous avais parlé il y a quelques semaines du travail, des derniers travaux de recherche anglophones, puisque c'est vraiment chez les chercheurs anglophones qu'on trouve notamment les plus gros travaux de recherche expérimentale. Ils ont une forte appétence pour ce genre de recherche expérimentale, notamment pour voir, pendant très longtemps, il y a eu la question de est-ce que ça trompe le lecteur. Bon, aujourd'hui, le consensus dans la recherche est assez, est que oui, ce qui n'est pas du tout le consensus du côté des régies, des médias ou des annonceurs. Et en fait, j'avais réalisé, je vous en parle aussi régulièrement, j'avais réalisé une longue enquête en 2021 sur ce sujet-là. Je vous racontais notamment, avec les tarifs à l'appui, comment vos médias préférés font passer des pubs pour des articles. Et dans un second volet, je vous racontais pourquoi les médias ruinaient leur crédibilité en se mettant à ce genre de pratiques. Dans ce second volet, je citais un certain nombre de chercheurs qui avaient eu la gentillesse et de chercheuses qui avaient la gentillesse de me parler. Certains étaient anglophones et d'autres étaient francophones. Et il y en avait notamment un qui venait d'Amérique du Nord, qui s'appelle Alexandre Coutan et que je vous demande d'accueillir. Bonjour Alexandre Coutan, je vais commencer par vous laisser tout simplement vous présenter. Je vais mettre le bon petit panneau pour qu'on voit qui vous êtes. Vous êtes professeur en communication à l'UQAM, c'est-à-dire donc au Canada, au Québec je crois même. Pardonnez-moi. Et bah, je vais vous laisser maintenant raconter sur quoi vous travaillez en tant que chercheur. Nous vous entendons parfaitement. Moi, je m'appelle Alexandre Coutan, je suis chercheur en communication à l'Université du Québec à Montréal. Et effectivement, je travaille sur la publicité depuis le début de mes recherches. En fait, je me suis intéressé à l'histoire de la publicité au début en remarquant qu'en fait, dès qu'elle a existé, il y a eu des anti-pubs qui s'y sont opposés. En fait, il y a eu des critiques fortes de la publicité. Après, j'ai essayé de l'analyser sous l'angle des formats de conviction qu'elle essaie d'utiliser, les formules rhétoriques, avec une discipline qui s'appelle la sémiotique, d'essayer de comprendre comment ces mécanismes de conviction, en fait. Et puis, depuis maintenant une quinzaine d'années, beaucoup plus sous l'angle des pratiques qu'elle provoque. Donc, comment les gens interprètent la publicité, qu'est-ce qu'ils en font, comment ça va jouer ou pas dans leurs habitudes de consommation, etc. Il y a un des angles sur lesquels je travaille maintenant depuis 7 ans, mais qui était déjà, de toute façon, qui a toujours été présent. C'est vraiment un truc historique dans la publicité. Là, c'est toutes les stratégies rhétoriques qui sont à la limite de la légalité, qui sont très ambivalentes, qui sont manipulatoires, qui sont pas complètement de la manipulation pure et dure, mais qui joue avec les limites d'un encadrement qui, de toute façon, est déjà relativement assez lâche, là, donc ça peut aller très loin. Et la publicité native, elle fait partie de ces formes-là. Alors on va venir justement à l'encadrement dans très peu de temps. Je me demandais d'abord, voilà, en tant que chercheur aujourd'hui, je me suis permis de dire qu'il y avait un consensus pour dire que ces publicités étaient les publicités donc natives, tous ces formats qui imitent des contenus rédactionnels et qui alertent plus ou moins le lecteur sur le fait que c'est des publicités. Je précise aussitôt, sans jamais utiliser le terme de publicité. Je n'ai encore jamais vu un média qui appose sur ces publicités le terme de publicité. On trouve donc avec, en partenariat, sponsorisé par, conçu et proposé par et en une autre entité. Voilà, aujourd'hui, c'est quoi le consensus de recherche sur ces publicités et sur les effets qu'elles ont à la fois pour les médias et pour les lecteurs?
Ouais, alors le consensus, tu sais, c'est un modèle, je vois qu'il y a il y a des personnes qui disent: «Alors oui, c'est bien moi qui ai travaillé sur les identités numériques aussi et bonjour Thomas, ça fait plaisir, de te croiser dans un autre, contexte». Alors, en termes d'efficacité, pour arriver à le démontrer, c'est quand même un protocole très particulier, c'est en laboratoire et c'est essayer de voir si au moment où vous lisez, vous vous faites avoir ou pas. Là, on arrive à montrer que les gens se font avoir. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre, des contenus, commandités, des publi-reportages, des, contenus en partenariat et cetera et puis, de l'information produite, de manière indépendante. Heu, Après, il faut pas, ça circule, on en discute et cetera. Donc croire que du coup les gens se font avoir à long terme, c'est vraiment une très grande différence, hein. Mais l'intention manipulatoire est déjà là et l'efficacité manipulatoire sur le moment, elle est démontrée aussi. Il me semble que c'est déjà suffisant pour se dire: «Est-ce que c'est ce type de stratégie rhétorique qu'on doit accepter?» Alors, si je vous ai invité cette fois-ci, c'est parce que en fait, bah, il y a eu, parce que j'avais dit, voilà, la recherche est plutôt anglophone sur ces sujets-là et il se trouve que, dans un numéro de Communication et Management, qui est donc une revue internationale des sciences commerciales, en 2021, il y a eu, toute une série qui a été faite sur les alors le titre de ce numéro-là, c'est «Usages et pratiques de la publicitarisation». Enjeux économiques et symboliques des relations actuelles entre marques et médias. Et en fait, ça a été coordonné par une chercheuse. Je suis en train de meubler pour trouver mes notes. Vous allez Caroline Marty, je par Caroline Marty, voilà exactement, qui donc a coordonné ce numéro qui parle entre autres de publicité native. Et en fait, j'avais eu Caroline Marty qui avait eu la gentillesse de me répondre. Et en fait, elle en parlait parce elle parlait de publicité native dans un livre qu'elle avait fait sur la publicité. Et en fait, elle avait été très surprise parce qu'elle s'était notamment intéressée au sujet en 2015-2016. Et elle avait été très surprise. Et voilà, je la cite, elle dit: «Des acteurs respectables vantaient le fait que le message allait se fondre dans le reste du contenu rédactionnel du journal, avec l'idée de ne pas casser l'expérience de lecture, donc le fondre le mieux possible». Donc là, déjà, on voit la différence entre les discours internes et externes. Voilà, parce qu'elle me disait, il y a un peu, enfin, il y a vraiment deux types de discours, c'est-à-dire il y a le discours qui est destiné, on va dire, au grand public, qui, moi, est le discours qui m'est servi quand j'appelle les régies ou les médias, qui est nos lecteurs sont extrêmement intelligents et font parfaitement la différence entre ce qui relève de la publicité native, enfin, ce qui relève en gros, de l'article déguisé en pub et du vrai article journalistique. Ça, c'est vraiment moi ce qu'on me dit, hein, les lecteurs sont toujours super intelligents. Et puis de l'autre côté, le discours qui est porté par les médias vis-à-vis des annonceurs, c'est un discours qui est inverse, c'est-à-dire votre contenu étant dans la continuité parfaite de ce qu'on publie par ailleurs, votre message passera d'autant mieux, les choses qui vous importent voilà, seront mieux assimilées par les lecteurs. Et en fait, Caroline Marty, elle avait été à des conférences de professionnels du brand content justement. Et c'est pour ça elle avait eu accès à ce deuxième type de discours qui est le discours interne que vous avez d'ailleurs croisé aussi, je sais, dans des recherches précédentes. Donc elle s'était beaucoup intéressée à cette question-là. Et je voudrais également parler, avant d'en venir à votre recherche, je voudrais parler des 3 états du native advertising, qui était un des articles de cette revue qui a été publié par le chercheur Vincent Bullich, que j'ai eu aussi au téléphone. Et alors, en fait, bon, il me raconte que c'est plutôt, enfin lui, ce qu'il a fait, on va dire une description générale, mais on retrouve cette ambiguïté très forte. Et alors lui, il s'était notamment attaché à la question déontologique. Alors, ce qu'il me racontait, c'était que les journalistes, ils tournaient un peu autour, quoi. C'est-à-dire, à partir du moment où ça a commencé à être vraiment imposé par certaines directions, puisque c'est un format qui est aujourd'hui plutôt dominant, hein, en termes de publicité dans les rédactions, en tout cas en termes financiers, c'est des sommes très importantes. Et en fait, qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit qu'il y a beaucoup de discours qui étaient proches de ce qu'on avait vu autour des années 1980, autour du publi rédactionnel. C'est-à-dire en fait des discours des rédactions qui sont très réticentes, et de l'autre côté un discours du côté publicitaire et des régies
qui est un peu un scie attrape-mouche, quoi. C'est-à-dire, mais non, il y a pas de ça pose aucun problème. Et en fait, lui, il me dit la grande différence, par contre, avec le public rédactionnel dans les années 90, c'est qu'on le faisait. Il y a beaucoup de rédactions qui le faisaient, mais qui ne s'en vantaient pas. Et en fait, aujourd'hui, lui-même a été surpris par ça. Les rédactions ont plutôt tendance à, enfin, pas les rédactions, mais les directions des médias le font beaucoup moins honteusement. C'est-à-dire, on le met en avant chez les régies publicitaires. On n'hésite plus aujourd'hui à le mettre en avant. Pour lui, le fait que les héros du native advertising insistent sur l'idée de non-rupture du contrat de lecture, pour lui, c'est quand même avouer le fait que bah, le message, il est camouflé du coup. Enfin, je veux dire, en fait, voilà, là, on voit bien la divergence entre les deux discours qui sont servis par les médias, et on a un peu l'impression que bah, les médias veulent avoir, enfin, pensent pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire l'argent de cette publicité, hein, qui a une tendance à la tromperie par nature, de l'autre, conserver la crédibilité qu'ils ont vis-à-vis des lecteurs en insistant sur le fait qu'il y a beaucoup de différences. Est-ce que je raconte n'importe quoi ou est-ce que ça vous paraît faire sens? Parce que je travaille dessus depuis beaucoup plus longtemps que moi. Oui, bah, disons que déjà, oui, cette tension pour essayer de faire des produits qui soient pas facilement, enfin, des produits publicitaires qui soient pas facilement, reconnaissables, ça a donné lieu à plein de techniques. La publicité native, elle est particulièrement avancer à l'intérieur de cette tentation-là, parce qu'elle vient carrément vampiriser les espaces qui sont traditionnellement, accordés au rédactionnel, à l'information. Donc c'est des pas en plus, mais là, il y a si ça vous intéresse, on pourra Oui, prendre oui, ça un bah autre allez-y, allez-y. Vous êtes là ben, pour ça. essayer de mettre le simple fait de mettre une veste, enfin une blouse blanche quand on est en train de vendre un produit de santé dans une affiche de pub, le fait d'aller prendre un personnage, qui est plein d'énergie après qu'il ait mangé tel truc pour essayer de montrer l'efficacité nutritionnelle des aliments, le fait qu'il y ait le fait d'aller chercher effectivement du public rédactionnel ou de faire des magazines de marque comme il y a pu avoir au début des années 2000 ou des choses comme ça. Il y a toujours eu cette tentation d'essayer d'aller prendre l'espace de l'information. Pourquoi? Parce qu'en fait, pareil, les publicitaires vendent beaucoup que la pub c'est efficace, etc. Et à un niveau global, le fait qu'on nous incite tout le temps à consommer, ça marche. On est dans une société de consommation, je pense que tout le monde est là, c'est assez consensuel là-dessus. Mais paradoxalement, le fait qu'il y ait des messages tout le temps comme ça fait que chaque annonceur qui essaye d'avancer son produit, bah, il est noyé au milieu de la masse et ça marche pas tant en termes de conviction. Donc, on voit bien que les gens n'ont pas trop confiance dans un discours qui est franc et qui dit je veux vous vendre quelque chose. Donc, il y a toujours eu cette tentation d'essayer d'aller chercher du côté de l'information. Et normalement, historiquement, il y avait une espèce d'équilibre des forces entre les médias, leur public et les publicitaires, qui faisait que c'était pas facile pour les publicitaires de faire avancer les techniques les plus manipulatoires, parce que les médias n'étaient pas complètement soumis leur rapport financier. Les publics pouvaient aller voir ailleurs s'ils trouvaient qu'il y avait trop de pubs ou que la pub était trop manipulatoire, ce qu'on voit hein, d'ailleurs encore. Hein, c'est-à-dire que quand on s'estime floué par de la publicité native, souvent après on a moins confiance dans le média, on va moins le lire, etc. Et, euh, et là, ce qui a changé avec le numérique, là, c'est cette espèce de redistribution d'où va l'argent, qui fait que les médias ont vraiment plus du tout d'argent et qu'ils peuvent plus du tout se permettre de dire qu'ils ne céderont pas à certaines techniques. Alors après, dire que les médias désormais ils sont à l'aise avec ça, c'est le monde des médias est très c'est varié là. Hein. C'est-à-dire que si on va dans une salle de rédaction, si on demande aux journalistes, en général, ils sont plutôt opposés, voire radicalement opposés. Quand on va voir les associations professionnelles de journalistes, ils disent que c'est interdit, on peut perdre sa carte de presse si en tant que journaliste on écrit pour de la publicité native, etc. Enfin, on est assez hostile à ça. Si on va dans les services financiers, évidemment, on va vous dire, bah, écoutez, ça rapporte beaucoup d'argent. Souvent, à la tête des médias, on est un peu plus ambivalent en disant bah, il faut bien exister. Maintenant, c'est peut-être pas le type de pub qu'on va préférer. Donc c'est complexe, mais je pense qu'il y a un rapport de force en termes financiers qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas facile pour les médias de faire la fine bouche sur ces contenus-là.
Mais Alors, c'est intéressant parce que ce que vous venez de dire, c'est souvent ce que disent les directions des médias aux représentants des rédactions. Vous avez évoqué un rapport de force. En France, en tout cas, je peux certifier que c'est très vrai. C'est-à-dire que selon les médias, en gros, par exemple, le fait que les publi-reportages et autres native advertising soient plus ou moins annoncés dans les articles, par exemple en précisant que la rédaction n'a rien à voir avec ce contenu, ça dépend de deux facteurs. Ça dépend du pouvoir de la rédaction, voilà, du pouvoir collectif de la rédaction, euh, et, et aussi de son attention au sujet. C'est-à-dire typiquement, une rédaction comme celle de Libération a réussi à obtenir que les codes couleurs de l'ensemble de tout ce qui était native advertising n'était pas dans le même code couleur que les codes couleurs habituels de Libération, ce qui était un élément différenciant assez fort. Euh, à l'inverse, je vais aller jusqu'à l'inverse. Au monde, il y a des partenariats, il y a des partenariats culturels qui ont pour résultat, notamment culturels, mais pas que, hein, le Monde Afrique le fait aussi, qui ont pour résultat des articles écrits directement par les journalistes, signés par les journalistes du Monde, et qui pourtant relèvent d'un échange financier entre, par exemple, une institution culturelle et le journal Le Monde, et qui sont même défendus par la rédaction du Monde. C'est-à-dire que la régie, enfin voilà, les débats qui ont eu lieu dans les années 2010, où il y avait des grosses inquiétudes par rapport à la crédibilité du Monde, notamment sur ses suppléments culturels, aujourd'hui est carrément intégré par la rédaction du Monde, qui pourtant est une rédaction très puissante. C'est-à-dire que si la rédaction du Monde aujourd'hui disait on refuse dorénavant de faire ce genre de contenu et ça n'arrivera plus, il y a assez peu de chances pour que on licencie les voilà, 20 ou 30 journalistes. C'est pas trop comme ça que ça se passerait a priori, mais la rédaction du Monde a un peu internalisé le fait qu'ils écrivaient totalement ce qu'ils voulaient, et c'est comme si en plus ils étaient payés. Donc vous voyez, ça dépend. Voilà, je voulais juste rappeler que cette question effectivement, de rapport de force et d'attention des rédactions était effectivement très très importante pour la manière dont c'était géré selon les médias. Et ça m'amène en fait à votre travail, votre dernier travail qui a été publié dans le cadre de cette revue, qui était titré Gérer la pratique gomélétique, analyse des chartes et codes pour encadrer les pratiques de dépublicitarisation. C'est-à-dire que en fait, vous avez examiné les différentes chartes et guides qui sont disponibles. On va en parler tout de suite. Je précise d'abord que vous n'avez pas examiné la grande charte française, mais on va y venir ensuite. Voilà, quelle charte vous avez examiné? Vous avez fait des entretiens, et qu'est-ce que vous en avez quelle est la substantifique moelle de ce travail de recherche, Alexandre Coutan? ouais, alors, je vois qu'il y a plein de questions et tout. Si vous voulez, on pourra prendre un 5 minutes N'hésitez pour que je pas, réponde. n'hésitez pas à y répondre d'abord. N'hésitez pas à y répondre d'abord. Si, Je fais d'abord, ouais, d'accord. Alors, oui, donc pour les questions des réactions des rédactions, alors, pour la publicité native, ça s'est vu et puis c'est un truc qu'on voyait dans la sociologie du journalisme depuis longtemps. Il y a eu des conditions de travail des journalistes suffisamment confortables pendant assez longtemps pour qu'ils puissent se permettre de dire que tous ces trucs économiques les concernaient pas. Et ça a un peu joué en leur défaveur parce que, par exemple, en 2015, nous, quand on a commencé à travailler là-dessus, les journalistes nous disaient non, mais de toute façon, ça, c'est pas, on veut même pas en entendre parler. Mais le problème, c'est que quand on n'en entend pas parler, c'est vraiment la démarche que préfère le marketing parce que eux, ils mettent en place des routines de travail et puis hop, on se met à travailler comme ça. Et donc, ils ont perdu beaucoup de temps avant de se rendre compte qu'en fait, il y avait vraiment un enjeu en termes de crédibilité pour eux, l'information qu'ils produisaient. Et c'est arrivé un peu après. Et donc, il y a aussi ce genre de choses-là où des fois, ça a pu arriver de manière rampante dans des rédactions Il est qui, arrivé que des rédactions découvrent des contenus en native advertising qui ressemblaient drôlement aux articles de la rédaction, mais qui étaient de la pub, effectivement. Et exactement, ouais. Et donc là, après, il commence à y avoir, et c'est effectivement comme ce qu'a fait Libé, le, au début où on travaillait dessus, par exemple, les journalistes disaient non, mais moi je veux même pas en entendre parler, c'est pas mon problème, moi je fais de l'information honnête, fiable, objective, etc. Là, on pourra en discuter aussi de ce que c'est que l'information, mais bon, c'est pas aujourd'hui, c'est le but, c'est taper sur les publicitaires, c'est ça. Donc, chacun son tour. mais en tout cas, il voulait même pas en entendre parler, et ce qui nous semblait vraiment la pire des solutions, parce que ils pouvaient pas, au contraire, donner leurs conditions en disant, par exemple, je veux m'assurer que c'est sur un autre site, qu'il y a un design différent, qu'il y a tout un tas d'éléments, par exemple, qui pourraient faire passer pour s'assurer que la reconnaissance est faite.
Mais, parce que justement s'assurer que la reconnaissance est faite, ça me fait revenir sur la première question qu'il y avait, hein, c'est comment on sait si les gens se font avoir ou pas? Malheureusement, on ne peut pas le savoir dans un contexte de consultation, quotidienne d'information. Il faut qu'on fasse, un test en laboratoire où on demande à des gens: «Venez, vous allez circuler, dans le de sur internet devant nous, là, on va filmer». Puis souvent on donne un autre, objectif et puis à la fin on leur dit: «Tenez, cette information-là, c'est quoi?» et cetera. Et on voit si la personne dit que c'est une information ou dit que c'est une publicité. Et c'est dans ces conditions expérimentales, on appelle ça, donc c'est des conditions qui ne rendent pas réellement compte de comment on consomme l'information d'habitude. Là, les gens se font avoir. C'est pour ça que je disais, ils se font avoir sur le coup, hein. Ça ne dit pas si c'est de la manipulation qui est efficace à long terme. Je tiens à préciser par ailleurs que le corpus expérimental commence à être conséquent, même si voilà, il a des limites très fortes. Je tiens à préciser que par contre, le corpus des anecdotes journalistiques que je constitue depuis maintenant plus d'un an et demi est lui très conséquent, puisque, Alexandre Coutan ne le sait pas. Ne le sait pas parce que je ne lui envoie pas mon émission chaque semaine. Mais en fait, ici, on a notamment eu des journalistes qui ont enquêté sur, on va dire des associations, des institutions ou des gens qui promettent des investissements, qui se terminent en arnaque, ont souvent bénéficié du vernis de crédibilité apporté par, des opérations de publicité native dans de grands médias, heu, d'après les témoignages des victimes qui ont été ou de leurs avocats qui ont été faits aux journalistes qui ont enquêté sur ces arnaques. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient très régulièrement, que ce soit sur, notamment tout ce qui est arnaque à l'investissement. Ça peut aussi concerner, des instituts de formation, enfin voilà, c'est quelque chose, qui se produit régulièrement et moi je vois par ailleurs régulièrement émerger sur Twitter des gens qui, au moins temporairement, se sont fait tromper. C'est-à-dire, Mmh. qui partagent des articles de publicité, enfin, qui partagent des publicités natives en pensant que c'est des articles. Et je pense que alors vous, peut-être, mais moi j'ai un nombre d'anecdotes de gens de mon entourage qui m'ont envoyé ces articles-là ces publicités en pensant que c'était des articles. J'en ai au moins 1 ou 2 par an en fait, depuis, 4-5 ans que ces pratiques sont généralisées. Donc voilà, il semble que leur caractère trompeur soit avéré au moins, en tout cas pour une part substantielle des gens, pour une partie des fois, qui est pas négligeable en tout cas. Ouais, non, non, mais puis c'est sûr que en plus les tests expérimentaux ont des taux d'erreur là qui sont énormes, quoi. Donc ça montre bien à quel point on peut se faire avoir, hein. C'est pas mais ce que je dis, c'est juste une précaution Non mais scientifique. c'est Quand très bien, quand c'est on très veut bien. savoir où ça part au-delà, là, c'est plus difficile d'être aussi catégorique en disant: «Oui, les gens se font avoir et puis ça marche longtemps et tout». Ça, c'est moins facile de le démontrer scientifiquement, en fait, quoi. On l'a pas dit, je précise que dans les études expérimentales, on est souvent à plus de 90 de gens qui repèrent pas le caractère publicitaire. Et donc, il y avait une autre question qui était: «Mais est-ce qu'on se fait avoir dépendamment du design, justement, d'où c'est placé?» Et oui, justement, c'est ça le gros enjeu et c'est pour ça qu'il y a un gros enjeu d'encadrement sur comment ça va être dit. Parce que, entre, typiquement quand c'est sur Instagram, vous allez avoir un petit mot-clic, avec un terme très technique de la profession qui est masqué au milieu de 50 mots-clics. Là, c'est sûr et certain, les gens se font avoir. Si c'est marqué en gros au début publicité, là les gens se font pas avoir. Si la personne ou le média qui se met à faire de la publicité native dès le début crée deux designs très très différents avec des codes couleurs Là, c'est le différents, cas de Libé, par etc. exemple, ouais. Tout ça, là, les gens vont développer des routines et c'est comme ça que ça marche l'interprétation de symboles là. Et donc ils se font pas avoir. Donc en fait, il y a vraiment la possibilité que ces contenus-là se fassent plus facilement repérer, mais en l'occurrence, c'est pas vers cette voie qu'on va en ce moment. Et alors Et maintenant, allez-y, oui. Non, non, allez-y. Il y avait d'autres et donc questions bah, peut-être? ça permet de refaire le lien avec ce qu'on a analysé parce que nous justement, hein, on a analysé les chartes qui encadrent cette pratique-là. Parce que donc, dans le monde de la publicité, des relations publiques, dans le monde des coms de manière large, c'est essentiellement de l'autorégulation. Et donc, il y a tout un tas de livres blancs, de chartes de déontologie et cetera qui vont, proposer d'encadrer cette pratique-là.
Et ce qu'on a vu, c'est que cette pratique, déjà, il y avait des éléments contradictoires. C'est-à-dire que, par exemple, on me disait, l'intérêt de la publicité native est de se fondre dans le contenu, donc de ne pas se faire reconnaître, tout en disant la première des éthiques du publicitaire est de s'assurer qu'on sait bien qu'on est face à une pub. Donc ça, typiquement, là, c'est carrément de la contradiction, ça peut pas se résoudre, hein, et c'est ce qu'on C'est censé voit. être mutuellement incompatible. Voilà. Non, non, ouais, là, en tout cas, là, j'ai pas trouvé comment on arrivait à résoudre ce genre de contradiction. Mais que, cette contradiction-là, elle est beaucoup masquée par le fait que, beh, déjà, on change tout le temps de terme, hein. Je voyais qu'il y avait des gens qui disaient: «Ah mais ça, c'est pas de la publicité native, c'est du contenu sponsorisé». Faut bien se rendre compte, ça, c'est du vocabulaire qui est créé par la profession. C'est utile pour eux de faire ces sous-distinctions pour, pourquoi pas derrière dire comment ça va être, formaté et quelle tarification on va appliquer et cetera. Mais c'est à aucun moment des concepts permettant de comprendre face à quoi on est. Donc en fait, publicité native, contenu sponsorisé, et cetera, vous allez voir qu'il y a des différences qui sont minimales là, hein. C'est pas, on pourrait se dire: «Bah, ça a l'air d'être un peu tout le même truc», et c'est ça d'ailleurs le terme un peu barbare de dépublicitarisation qui est utilisé, par Caroline Marty. C'est un peu barbare comme ça à prononcer, il y a un peu trop de syllabes là, mais sur le fond, c'est intéressant parce que ça dit ça, c'est toutes les stratégies qui sont employées en publicité pour faire en sorte que les contenus publicitaires ne soient pas reconnus comme des contenus publicitaires. Et là, effectivement, ça peut bouger tout le temps. Et dans les chartes, justement, d'ailleurs, ça marche peu avec des définitions précises qui permettraient derrière de dire dans tel ou tel type de contexte, on va interdire certaines choses ou obliger certaines choses. Et ça marche à la place beaucoup avec la suggestion et l'exemple. Mais c'est un petit peu comme on noie le hashtag ad au milieu de 50 hashtags. Mais quand il y a 50 exemples, ça laisse la possibilité à chacun, en contexte, de prendre l'exemple qui nous convient le mieux pour que ça soit pas très évident. Et donc, en fait, on dit il faut qu'il y ait divulgation. Sur le fond, la plupart des pubs qu'on regardait, maintenant, il y a une divulgation quelque part. Mais simplement, dans le choix de la divulgation, c'est absolument pas évident. Et là, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est quand même assez conscient parce que, par exemple, les publicitaires comme les créateurs de contenu, ils savent que sur Instagram, on lit pas beaucoup les textes, on lit jamais jusqu'au bout, on lit pas le détail des hashtags ou des trucs comme ça. Donc les mettre au milieu, on fait ça en connaissance de cause, quoi. Oui, c'est comme les disclaimers au pied du faux article. Voilà, on sait que la plupart des gens vont pas aller jusqu'au pied de l'article pour le lire. D'autant plus si c'est grisé en caractère 2 fois plus petit que le texte de l'article. Et en fait, alors, c'est très bien, je voudrais revenir sur ce terme de dépublicitarisation, qui en fait est assez lumineux, parce que c'est vrai moi j'ai vu aussi dans le chat les gens qui disaient, oui, voilà, alors il y a le brand content, le public reportage, la publicité native, la sponsorisation, et en fait, toutes ces choses-là relèvent de la même mécanique, comme vous l'avez bien décrit. Et finalement, voilà ce que votre propre résumé a indiqué que, en fait, la standardisation des pratiques assure plutôt la prolifération de dispositifs ambivalents, tout en maintenant le cynisme face aux enjeux éthiques. Moi, je veux bien que vous m'expliquiez ce maintien du cynisme face aux enjeux éthiques. Oui, parce que, bah, alors oui, c'est vrai que, d'ailleurs, hein, c'est exactement cette trajectoire qu'on a suivie dans notre manière de faire de la recherche. Au début, on a voulu essayer de créer des catégories en disant: «C'est quoi les catégories de pub native?» Et puis c'était une espèce de liste à la Prévert, et ça bougeait tellement. On s'est dit: «En fait, là, on est en train de suivre les formulations inventées par les publicitaires. Vaut mieux qu'on se recentre sur quelque chose qui peut tenir sur du long terme pour essayer de comprendre cette stratégie-là». Et en fait, les 2 choses qu'on voit dans la publicité native, mais qu'on va voir dans les termes qui sont employés par les publicitaires pour plein d'autres techniques actuelles, c'est en gros de dire, il y a la volonté de voler une autorité informationnelle, et c'est pas toujours le journalisme. Là, on parle beaucoup du journalisme, mais ça peut être aussi les influenceurs sur Bien sur sûr. les médias numériques. Et je sais qu'eux, on leur accorde plus de confiance. Donc je vais me faire passer pour, sans dire que je ne suis pas eux. Et la deuxième chose, c'est pour que ça marche, la volonté, c'est de conquérir des espaces qui sont interdits normalement à la publicité.
Donc les espaces éditoriaux à l'intérieur des médias, les contenus organiques à l'intérieur des contenus produits par les producteurs de contenus, influenceurs, et cetera. Enfin, appelez-les comme vous voulez sur les médias sociaux numériques, mais on se retrouve vraiment avec la même dynamique. Et comme ce problème-là, il a été soulevé par de nombreux chercheurs, il a été soulevé par de nombreuses associations de défense des consommateurs, il a été soulevé par les journalistes. Donc, en fait, c'est su. Et et malgré tout, on continue de rester sur cette idée, il faut absolument divulguer. Une fois que c'est divulgué, c'est bon. On peut faire ce qu'on veut. Oui, parce que ce qui est en réalité le strict minimum légal dans la plupart des pays, y compris en France, c'est-à-dire que la seule obligation qui est faite, c'est que théoriquement, il faut signaler que c'est un contenu publicitaire, mais les modalités sont entièrement laissées à l'appréciation des annonceurs et souvent de leur organisme d'autorégulation, parce que pour une raison qui m'échappe, le législateur a réussi à se faire expliquer par les annonceurs, qui sont assez forts pour ça, du coup, je suppose c'est leur métier, qu'il valait mieux les laisser s'autoréguler. En France, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me laisse toujours pantois. C'est-à-dire que l'obligation légale est d'une extrême faiblesse. Je crois qu'aux États-Unis, on est sur le même principe. Et que les autorités, pas des autorités, mais en fait, les associations de patrons de publicité, c'est ça en fait, l'ARPP, c'est ça en France, c'est l'organisme d'autorégulation, c'est ça en fait, c'est un syndicat, c'est l'équivalent d'un syndicat patronal. Euh, a obtenu le droit exorbitant de n'avoir aucun regard de la part du législateur sur ces pratiques. Ouais, Est-ce que c'est le alors cas chez vous, de l'autre côté de l'Atlantique aussi? ah ouais, pareil, exactement. Enfin, à part sur des questions, des questions de santé publique, des questions de mensonges, et cetera. Mais c'est dans les codes de consommation plus larges. En revanche, en termes de pratiques publicitaires, oui, c'est l'autorégulation et c'est un grand succès de la part des professionnels que d'arriver à faire en sorte qu'on s'approche pas d'eux. Et d'ailleurs, ce qu'on a repéré là, c'est aussi qu'à chaque fois qu'on commence à considérer qu'il y a vraiment un énorme enjeu avec certaines techniques de communication, bah, c'est là où vous voyez les livres blancs, les chartes, et cetera, se multiplier. Donc il y a aussi une espèce de brouhaha à ce moment-là d'auto-encadrement qui naît en disant: «Oui, oui, vous inquiétez pas, on gère, on a bien compris qu'il y avait un enjeu» et puis d'ailleurs on a produit, ce guide à destination des agences, ce guide à destination des potentiels commanditaires, ce guide à destination des créateurs de contenu, etc. Mais à l'intérieur de ces guides, on retrouve toujours la même démarche, c'est-à-dire il n'y a pas de définition précise, il y a tout un tas d'éléments comme effectivement, en dehors de la divulgation, c'est bon, tout va bien. Toute stratégie rhétorique est justifiée dès lors qu'on a divulgué et aussi toute cette multiplication des cas et des exemples qui font que au sein de tout ce qu'on nous a proposé, on peut toujours choisir quand même quelque chose qui est pas très visible, qui est pas très évident et derrière on va se protéger en disant mais les gens sont pas bêtes, ils vont s'en rendre compte, etc. Et ça, pour les questions de cynisme, hein, c'est vrai que une lecture, pour avoir beaucoup travaillé sur le monde professionnel des publicitaires, dire il y a que du cynisme là-dedans, etc. C'est pas aussi simple que ça. Il y a une enquête qui a été menée, qui a donné lieu à des résultats qui maintenant sont beaucoup utilisés par ceux qui travaillent sur les professionnels de la publicité. Et ils disent en fait, en termes d'éthique, il n'y a pas tant de cynisme, mais c'est plutôt beaucoup de myopie et beaucoup de mutisme. C'est-à-dire qu'il y a le bec BD dans 99 francs, là, on le rencontre pas si souvent, ils existent là, mais c'est pas la majorité des personnes. Ce qu'on va voir beaucoup, ça va être des personnes qui vont essayer de mal poser le problème, qui vont essayer ou le mutisme, ça va être de refuser de voir certaines choses. Donc typiquement, quand mal poser le problème, ça va être de dire, beh, le grand enjeu avec cette forme de publicité, c'est la divulgation. Alors que tous les autres parties prenantes disent: «Mais non, mais c'est pas la divulgation, c'est vos stratégies rhétoriques, on veut pas que vous nous proposiez toutes les formes, qui permettraient de divulguer, on veut juste qu'il y ait carrément ce qui est pas autorisé et ce qui est pas autorisé, c'est de ressembler au contenu organique».
Et en fait, on pourrait du coup le regarder, mais on veut pas le voir. Ça, le mutisme, ça va être d'arrêter la réflexion quand on se rend compte, par exemple, d'arriver à tenir une contradiction comme, il faut absolument que ce soit perçu comme de la publicité, mais toutes nos stratégies consistent à masquer que c'est un discours publicitaire direct. C'est là, il y a une contradiction et puis il y a un mutisme qui fait qu'on va pas jusqu'au bout de la réflexion qui normalement devrait nous amener à dire: «Beh, mince, comme s'il y a une contradiction, il faut que je la résolve. Là, il faut que je change mes pratiques, il faut que je décide que mes valeurs sont différentes, et cetera». Et sur le fond, hein, le côté, pourquoi il y a autant de divulgation, hein, c'est parce que sur le fond, dès lors que c'est divulgué de manière très, reconnaissable, effectivement, ça active l'esprit critique chez les personnes et là, dès lors qu'on sait que c'est de la publicité, les publicitaires savent très bien qu'une publicité qui est lue comme de la publicité, là, on va avoir toutes nos défenses qui vont être activées et c'est beaucoup moins efficace, là, les stratégies rhétoriques qui sont mises en place. D'accord. Et ben alors c'est impec ce que vous venez de nous raconter parce qu'on va aller regarder ensemble. Je vous l'ai envoyé en amont de l'émission, vous étiez prévenus. On va aller regarder ensemble les recommandations de l'ARPP. Alors vous voyez, ça s'appelle c'est Autorité de régulation professionnelle de la publicité, mais ça n'a rien d'un organisme public, hein. C'est bien un organisme strictement professionnel et privé, qui vous pardon, mais c'est lunaire parce que du coup, il y a déjà une idée de dissimulation qui est présente à ce stade. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui s'appelle l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Il y a quand même autorité de régulation en trois premiers mots. On est, voilà. Pour un syndicat professionnel, je trouve ça gonflé. Mais ceci étant dit, je vous demande pas d'y réagir, ne dites rien. C'est, en fait, je ne suis pas sûr. Est-ce que je suis au bon endroit? Je ne suis pas. Est-ce que je suis au bon endroit? Attendez, je vais essayer de trouver. Oui. Alors, parce que du coup, la RPP a des recommandations. La RPP, alors, c'est pareil, décompose la publicité native en différentes catégories. Donc eux, par exemple, il y a la communication d'influenceurs et de marques. Donc là, eux, ils disent c'est un influenceur est un individu créant du contenu, exprimant un point de vue, etc. Un influenceur peut agir dans un cadre purement éditorial ou en collaboration avec une marque pour la publication de contenus tels que des placements de produits, la participation à la production d'un contenu, la diffusion d'un contenu publicitaire. Et en gros, ils disent l'existence d'une collaboration commerciale doit dans tous les cas être portée par l'influenceur à la connaissance du public. Ensuite, ils ont un certain nombre de critères qui doivent être réunis de manière cumulative, hein, c'est-à-dire, voilà, il suffit pas d'accepter l'invitation. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'on soit sûr et certain que ce soit bien une pub, qu'il y ait eu un échange d'argent, qu'il y ait une validation du contenu avant sa publication. Alors que, bon, bah, typiquement, on peut faire du public rédactionnel sans validation de contenu préalable si on fait confiance à la personne ou à la rédaction qui le fait. Et alors, pour l'identification de ces communications d'influenceurs réalisées en collaboration avec une marque, à moins que cette identification ne soit manifeste, il est recommandé d'adjoindre une indication explicite permettant de l'identifier comme tel, de manière que ce caractère apparaisse instantanément. Cette identification peut se faire par tout moyen dès lors qu'elle est portée à la connaissance du public, quel que soit son moyen d'accès au contenu. Donc là, on retrouve effectivement, il n'y a pas vraiment, il y a pas beaucoup de vous ne retrouverez le mot de publicité nulle part, c'est pareil, voilà, ils recommandent pas l'utilisation de publicité, ça c'est pas, c'est pas noté. Mais alors, ça n'est pas la seule catégorie. On a aussi le contenu de marque qu'ils appellent donc le brand content. Donc voilà, ils font une distinction. Pour eux, le brand content désigne les contenus de marque d'apparence éditoriale produits directement par celle-ci ou sur leur commande par un tiers. Euh, la nature commerciale de ces contenus doit être claire. Donc c'est pareil, ces choses-là doivent être claires. L'identification peut se faire au moyen de la marque ou de ses signes distinctifs. Lorsqu'un risque de confusion avec un contenu purement éditorial, donc là on croit comprendre que c'est un contenu qui est quand même un contenu éditorial mais qui ne l'est pas purement, une indication explicite doit être rajoutée, par exemple contenu partenaire ou contenu créé par. Euh, voilà, donc voilà, on retrouve ce que vous nous disiez, mais c'est pas tout parce qu'ils ont aussi, eux, ils ont aussi alors ils ont les liens sponsorisés, qui est, alors c'est pareil, ça peut être le content to commerce, ça peut être, voilà. En général, la recherche, enfin, c'est une pratique de dépublicitarisation. Je trouve que la définition des chercheurs est plus simple, bizarrement. Effectivement, ça marche mieux pour comprendre de quoi il relève, puisque moi j'en parle aussi de cette question des liens sponsorisés dans cette rubrique.
Donc là, l'identification peut se faire au survol du lien pour ne pas nuire à la lecture du texte. Donc là, il faudrait survoler un lien sponsorisé pour savoir que c'est un lien sponsorisé, enfin que c'est une pub. Et puis enfin, on a la publicité native. Donc là, ils le définissent une famille de formats publicitaires protéiformes qui adoptent ou s'approchent au plus près le design et l'ergonomie du site sur lesquels ils se trouvent et s'adaptent à l'expérience de l'utilisateur. Donc moi, j'ai peine à différencier avec le brand content dans leur définition, mais soit. Et ils disent le caractère publicitaire doit pouvoir être identifié comme tel, sans ambiguïté, de manière claire et immédiate. Il est recommandé de mettre en lumière le caractère sponsorisé d'un contenu au moyen d'une indication explicite de type publicité sponsorisée par en partenariat avec. Cette indication doit être lisible ou audible et intelligible de manière à ce que le caractère publicitaire soit immédiatement perceptible. Et bien maintenant, j'en viens à vous, en tant que chercheur. Vous avez bossé de l'autre côté de l'Atlantique sur ces chartes-là. Qu'est-ce que vous pensez de la charte de la RPP? Est-ce qu'elle s'inscrit dans la moyenne des chartes ou est-ce qu'elle a des différences positives ou négatives? Non, pour moi, elle est identique. C'est un pareil, multiplication du vocabulaire qui permet de s'y perdre. Il y a aussi la contradiction initiale parce que là, c'est les détails, les ajouts dans la charte, mais le 1er article de la charte est bien, ça doit être absolument évident pour n'importe qui que c'est de la publicité. On voit aussi dans le détail de la charte, hein, qu'il y a des formulations, c'est pareil, hein, qui sont, très floues, c'est-à-dire, en comptant sur le bon sens du public, en comptant mais une fois qu'on dit quelque chose comme ça dans une charte, vous imaginez à quel point c'est facile derrière de dire: «Bah, on les gens sont pas bêtes, ils vont se rendre compte de ce qui, que de ce type de contenu, de la stratégie qu'il y a derrière et cetera». Donc il y a tout un tas il y a à la fois le fait de noyer dans la diversité des formulations, il y a à la fois les contradictions qui sont pas traitées de front et il y a aussi, une formulation qui reste suffisamment imprécise pour que derrière on puisse faire des choix qui restent tout à fait discutables et c'est ce qui est intéressant, c'est que là vraiment oui, effectivement, elle est complètement dans la lignée de ces chartes-là et puis c'est pas pour rien de toute façon parce que les organismes d'autorégulation à l'international se parlent Ils se beaucoup parlent, entre ah eux, oui. voilà, donc c'est souvent des copier-coller de ce qui a été fait ailleurs. Et mais ce qui est surtout intéressant, c'est dans notre article, on a comparé avec, un rapport, un livre blanc, alternatif, là, en gros, qui a été fait par une organisation de défense des consommateurs et qui est exactement l'opposé. C'est-à-dire plutôt que de donner plein d'exemples et cetera, il y a une centaine de pages de démonstration de pourquoi ça pose des problèmes avec des analyses de différents sites web et donc en montrant comment, c'est pas visible, que c'est de la publicité avec une revue de littérature sur justement toutes ces enquêtes qui ont été menées et qui montrent que la publicité native est mal reconnue. Et à la fin, il y a des recommandations malgré tout, mais qui sont exactement l'inverse, c'est-à-dire n'utilisez jamais d'autres termes que publicité, par exemple. Et ce serait hyper facile à faire, mais on voit bien que ce soit proposé, on continue de dire, beh, trouvez le terme qui vous paraît le plus adapté au contexte et cetera. Non, les personnes savent très bien ce que c'est que la publicité. D'ailleurs, dans le terme publicité, il est utilisé, par les gens au quotidien, là, quand ils voient n'importe quelle stratégie manipulatoire en ligne, là, ils vont appeler ça publicité, mais pour ce que ça veut dire, c'est que pour eux, ça veut dire quelque chose. Ils comprennent exactement quel type de contenu on a enfin, ils ont en face d'eux à ce moment-là. Donc c'est il y a le même, ça risque de provoquer le même genre d'impossibilité d'encadrer la pratique. Alors, il y a on en est content dans le chat qui demande si vous avez interrogé les publicitaires en les mettant face aux résultats de recherche, vous ou d'autres chercheurs, et quel est leur. Voilà, comment ils réagissent en fait. Parce que alors, moi, je les ai déjà eus, mais c'est des dialogues enfin, en tout cas, quand c'est le journaliste Mmh. qui les appelle, c'est un dialogue de sourds complet et total. On se parle à côté, quoi. Et je me demandais ce qu'il en était du côté des chercheurs. Alors, on a eu quelques représentants des associations publicitaires au Québec quand on a fait cette enquête-là. Ce qui nous a frappé, c'est une certaine, reconnaissance en fait de l'enjeu en disant: «Oui, oui, c'est vrai qu'on est sur la ligne. On va essayer d'être au plus près de la ligne de ce qui ne serait pas acceptable, mais sans essayer d'être d'être vraiment loin et dans le de se situer au milieu des choses qui sont acceptables». Donc c'est comme si c'était
assumer un peu plus sérieusement. Ça va certainement aussi avec, je vous dis, un rapport de force qui est en ce moment beaucoup en faveur de la publicité, hein, vis-à-vis des médias et vis-à-vis des publics. Et je dirais aussi, il y a quand même un enjeu malgré tout, hein, les publicitaires, face aux médias et face au public, ils ont un pouvoir d'influence assez fort. Ils peuvent se permettre de, d'imposer leur format, mais dès lors qu'ils sont du côté des annonceurs, là, c'est moins simple, hein. C'est une profession qui est pas trop reconnue, les annonceurs sont toujours en train de leur demander des comptes et de leur dire que ça marche pas assez, que ça vend pas assez derrière, que c'est donc il y a toujours ces négociations à faire derrière et là, ils sont dans un contexte où, après un gros engouement, pour la publicité en ligne où on leur avait vendu que l'hyper-personnalisation, ça allait être plus efficace et cetera, ce qui se révèle, faux. Le la publicité native et ses formes moins visibles de publicité sont une manière un petit peu de se dire: «Là, on a notre cheval pour se faire reconnaître du côté des annonceurs et puis répondre à tout un tas d'enjeux qu'on identifie», comme par exemple le fait que beaucoup de personnes mettent des bloqueurs de pub maintenant ou des choses comme ça. Donc ils sont aussi un peu pris dans l'étau entre les annonceurs et les publics, hein, de leur côté, les publicitaires. D'accord, ça veut dire que parce que le publicitaire vu du journaliste a toujours l'air d'être cet engin du mal surpuissant et en fait eux-mêmes sont en position plutôt de faiblesse par rapport aux annonceurs si je comprends bien, Ah beh, Procter& Gamble, là, c'était il y a 3-4 ans, là, ils ont annoncé, ils ont dit: «Vous avez 6 mois pour nous prouver que nos investissements numériques, sont pas, complètement gâchés, avec des vrais chiffres et vous nous montrez comment vous les avez construits ces chiffres. On vous fait aucune confiance. Nous, nos tests, c'est des taux de clics de 0,005 ce qui est assez, compliant avec la littérature existante sur le sujet. Effectivement, c'est pas faut pas croire que ça marche tant que ça, hein, la pub, hein. C'est très critiquable pour tout un tas d'intentions, mais entre des intentions manipulatoires qui sont déjà discutables en soi et le fait que derrière ça marche beaucoup, que les gens suivent beaucoup, que les gens cliquent beaucoup, et cetera. Là, c'est deux choses très différentes. Et donc eux, ils ont quand même une assez grosse pression et il y a plein d'autres moyens surtout dans les agences, hein, de plus en plus, des grosses GAFAM là, les Google, Facebook, et cetera, ils fournissent des services tellement aboutis qu'on pourrait se passer d'une agence. Donc les agences essayent de trouver d'autres choses et de dire: «Beh, ça, Facebook le fait pas». Si vous voulez de la publicité qui gère du big data et puis qui vous envoie des pubs un petit peu selon les choix des algorithmes avec tous les risques que vous prenez avec, allez-y. Mais nous, on a notre expertise parce que nous, on sait s'insérer dans un design, nous, on sait se faire accepter par le consommateur, et cetera. Donc ça, c'est une technique à travers laquelle ils pensent pouvoir se faire reconnaître, auprès de leurs commanditaires. d'accord et je me demandais également, comment dire? Je pensais notamment aux influenceurs, où, moi alors j'ai remarqué un truc sur YouTube, ça dépend des chaînes, mais il y a quelques chaînes, qui, quand ils diffusent leur publicité native, mettre une petite barre en bas, alors elle est c'est en général, c'est une barre de couleur vive, qui se prolonge le temps de la publicité et qui marque la publicité, qui permet aussi de sauter la publicité si on n'a pas envie de la regarder, ce que moi personnellement j'apprécie. Mais ça typiquement, est-ce que c'est, par exemple, une marque de publicitarisation? C'est-à-dire, où on retrouve un schéma un petit peu télé, c'est-à-dire en disant: «Tac, ça c'est une pub. Ça c'est une pub, il y a la barre jaune, elle avance, ça va durer 1 minute, vous allez la voir avancer et ça ressemble à une pub». Enfin, est-ce que, par exemple, ça c'est un élément de publicitarisation, que je ne vois pas du tout recommandé, par exemple, en France par la RPP, alors que c'est très efficace, hein? C'est-à-dire, Mmh. quand je tombe sur ce type de pub par un youtubeur, bah, je sais que, bah, je peux aller à la fin et puis la sauter tout simplement si j'ai pas envie de la regarder. Je pense que oui, c'est une divulgation plus franche. Encore une fois, hein, dans la publicité, à moins enfin, le dans une société de consommation, dans des On part de ce démocraties où postulat-là. C'est voilà. voilà, on n'est pas en train de se dire: «Est-ce qu'on pourrait pas carrément penser la société autrement?» On est dans la société actuelle et on essaye d'avoir une éthique de la publicité en termes de manière de vendre des produits. À ce moment-là, l'alpha et l'oméga est la divulgation. Parce que c'est vrai, dès lors qu'on sait que quelqu'un est en train d'essayer de nous vendre quelque chose,
on a notre esprit critique qui est actif. Comme on est plutôt dans une profusion d'informations, on va aller chercher des informations ailleurs, etc. Et donc, on peut dire qu'à ce moment-là, la tentative de convaincre, elle est éthiquement acceptable parce qu'il y a cette franchise de je suis là pour te convaincre et donc tu vas savoir que je ne te dirai jamais les mauvais côtés du produit ou du service, etc. Il y a tous ces éléments-là. Et donc, dans ces conditions-là, une divulgation franche est un élément d'éthique qui peut apparaître suffisant pour une société de consommation pour accepter la publicité. Et le problème, c'est que là, même ça, c'est pas fait en fait. Et donc, je parlerai pas de publicitarisation parce que publicitarisation dans le vocabulaire, hein, c'est la tendance qu'ont les médias et les supports à changer leur design de manière à mieux accepter le discours publicitaire, quelle que soit sa forme. Donc, Ah oui, ça marche au pas du tout. contraire, la publicitarisation, ça va avec la dépublicitarisation. Les médias évoluent pour Ah, faire de plus en plus un format qui ressemble à du flux dans lequel on peut mettre n'importe quoi. Ça, c'est un format, c'est le processus de publicitarisation qui permet ensuite de créer des contenus dépublicitarisés qui ne ça, sont pas ça originaux. correspond par exemple à la conception des contenus vidéo viraux qui sont faits par les nouveaux médias, que ce soit en France ou outre-Atlantique, si je comprends bien. Parce que moi, c'est ce qu'un expert du secteur m'avait dit, c'était que les formats, par exemple, de Brut et de Combini, en réalité, n'étaient pas des formats journalistiques. Qu'à la base, c'était plutôt des Mmh. formats publicitaires dans lesquels on mettait du journalisme et que du coup, le mélange était effectivement ce que vous racontez. C'est-à-dire, Exactement. c'est abouti. En fait, on a un mélange de publicitarisation d'un côté et de dépublicitarisation de l'autre. Et finalement, les deux, que ce soit la pub ou le contenu, ça se rejoint au milieu et tout se ressemble, quoi. Ouais, ouais, mais complètement. Mais d'ailleurs, c'est le, les, ça va beaucoup plus loin que ce qui est proposé par les publicitaires, hein. C'est un phénomène de société plus large, hein. Les métriques utilisées par les GAFAM là et mises en avant, ça joue aussi beaucoup. Aujourd'hui, alors avant, on demandait aux journalistes de se mettre à parler à écrire pour les moteurs de recherche. Mais dès qu'on fait ça, en fait, les moteurs de recherche commerciaux, ils ont été créés pour les Amazon, donc on rentre dans autre chose, dans vraiment autre chose que le fait d'informer des citoyens. Là, on est dans un autre modèle, qui est un modèle de consommation. Pareil, quand on est en train de se dire c'est quoi qui fait plus le buzz sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, on n'est plus en train de penser à notre devoir en tant que média d'informer les citoyens en démocratie, etc. On est dans une recherche de captation d'attention, etc. On est vraiment sorti du modèle. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose, dans nos projets actuels, c'est des projets qui sont en partenariat avec les journalistes, et c'est un des gros enjeux de dire, mais arrêtez de regarder ces chiffres faits par les plateformes, ils ne sont pas faits pour vous, vous ne les comprenez pas. En plus, en général, ils ne sont pas fiables pour un sou. Et en plus, ils sont faits pour essayer de vous faire produire ce qui, eux, les fait tourner énormément. Mais ça va ressembler comme deux gouttes d'eau à de la pub. Donc après, vous ne plaignez pas que les gens n'aient pas confiance dans les médias si, si les contenus d'information ressemblent comme deux gouttes d'eau au contenu complotiste, au contenu réactionnaire, au contenu clickbait, au contenu publicitaire, etc. Il y a un enjeu, il y a un problème, c'est garder vos indicateurs de qualité propres à votre mission initiale. Vous verrez que vous allez produire des contenus différents. Et il se trouve qu'en plus, je pense que il y a tout un tas de stratégies pour faire que ça reste très, très visible, et cetera. C'est pas, c'est on n'est pas pris après dans les algorithmes de ces GAFAM rendu invisible, et cetera. Là, ça, c'est pareil, c'est la construction de la croyance, c'est leur gros discours, pour qu'on suive, mais ça les contenus de qualité, ils continuent d'être très, très, très consultés en ligne, hein. Alors, il y a Kid Boya26 qui demande si vous avez étudié le lien entre le taux d'abonnement à un média et le nombre de publicités natives. Alors, je ne sais pas si ce serait... Je crois pas, hein, à ma connaissance. Non, pas de manière aussi directe. Ce qu'on sait, c'est que les personnes qui donc ont consulté un média, se sont rendues compte qu'il y avait de la publicité native, après, sont moins enclines à accepter de payer pour ce média. On sait qu'elles ont moins confiance dans le média. On sait par d'autres études que plus la confiance est basse dans les médias, moins la velléité de payer pour accéder à de l'information de qualité est haute, etc. Donc, a priori, je dirais que oui, il y a un lien, mais c'est plus par corrélation entre études qui ne portent pas spécifiquement sur ça.
Oui, sachant qu'il y a une subtilité, c'est que la plupart de ces études établissent que c'est délétère pour les médias à partir du moment où les gens s'en aperçoivent. C'est-à-dire que, Mmh. hypothétiquement, le média qui parviendrait à beaucoup mieux mentir que tous les autres sur le sujet de la publicité native qu'il diffuse dans ses pages ne serait pas concerné par une baisse de sa crédibilité. En théorie. Ouais, avec l'histoire de la propagande et de la manipulation montre qu'encore une fois, à long terme, ça marche pas. Faut vraiment, c'est un discours de promotion de la part des professionnels de la propagande et de la manipulation de faire croire que ça marche pendant longtemps. Indéfiniment, oui. C'est pas à long terme, ça casse juste la confiance de tout le monde envers tout le monde. C'est un gros problème démocratique et même pas pour plus de clics et plus d'achats derrière, et cetera. C'est pour ça que il y a un vrai problème de fond et qu'il faudrait arriver à faire changer ce type de pratique-là. Mais il y a pas, croire que nous, on va réussir à pas se faire avoir, honnêtement, là, je j'ai pas rencontré des publicitaires de ce talent-là. D'accord. J'en ai Euh, rencontré beaucoup et des très talentueux, donc honnêtement, je pense qu'ils n'existent pas. J'allais vous poser la question, mais je crois que vous y avez répondu. En fait, aujourd'hui, donc, si je comprends bien, actuellement, vos recherches portent sur le fait que les journalistes, pour qui écrivent les journalistes, en fait, et à quelles contraintes chiffrées ils sont soumis dans leur rédaction. En fait, on constate un peu partout là, une baisse de confiance dans les médias, mais c'est des études qui sont pareil assez mal faites. C'est avez-vous confiance, oui, non, etc. C'est pas, ça dit pas grand-chose sur ce que c'est que le rapport des gens à l'information et au titre. Et donc, on fait des enquêtes un peu plus approfondies pour essayer de comprendre c'est quoi les conditions qui font qu'on a confiance dans certaines autorités qui sont là pour nous informer. Et puis, on essaye derrière de modifier les pratiques en termes de production de contenu d'actualité pour faire en sorte d'aider à ce que ça soit reconnu quand c'est de bonne qualité. Et ça va bien parce que ça va avec une éthique, parce que finalement, il se trouve que les personnes, leurs grilles d'évaluation qui font qu'ils vont avoir confiance, c'est des grilles de qualité qui font que ça va pas être facile de construire un contenu manipulatoire qui correspond à ces grilles de confiance. Donc en fait, le, 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 on a l'impression qu'en faisant ça, on est en train de créer un cercle vertueux de reconnaissance des contenus fiables. Et puis, et quelque part, ça, plutôt que d'essayer de changer la manière de produire des contenus non fiables, je pense qu'on a toujours vécu dans de l'incertitude, dans du à moitié faux, dans des choses dont on n'est pas complètement sûr, et cetera. Donc on est bien habitué à ça et à repérer quand il y a des contenus qui sont bien faits, en fait. Donc si les producteurs de ces contenus-là essayent de mieux mettre en valeur ça, ben en fait, ils vont plus facilement se faire reconnaître comme un oasis, en gros, là, de fiabilité, ou même si c'est au milieu d'une mer, de moins fiable, ben les gens vont aller vers ces îlots-là. On y croit très fort. On va se le souhaiter, hein. Et bah, du coup, il me reste qu'à vous remercier d'avoir accepté de venir avec des délais extrêmement brefs, comme souvent dans Proxy. Je ne vous ai pas fait venir totalement sans arrière-pensée, puisque un de ces jours, je vais avoir le président de la RPP dans cette séquence dans laquelle vous êtes, vous, ce jour. Et bah, je voulais aussi, moi, pouvoir être armé pour pouvoir. Parce qu'ils sont, en fait, ils sont super contents, ils sont super fiers de leur charte. Moi, j'ai reçu des communiqués de presse sur leur charte et notamment, ils ont fait un truc avec les influenceurs. Ils ont un observatoire de l'influence responsable. Bah, je sais que je vais le faire venir à un moment pour parler de l'observatoire de l'influence responsable. Et bah, je me dis que là, votre interview nourrira évidemment cette future interview avec la RPP. Donc vraiment, voilà, je vous remercie d'être venu. Les autres, je remercie aussi les autres chercheurs qui m'ont gentiment parlé avant cette émission. Et puis, bah, je vous souhaite de, de, des recherches intéressantes et surtout des gens qui disent oui pour avoir des entretiens avec vous. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la partie commune entre nos deux métiers. On dépend quand même un petit peu des gens. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne soirée et sans trop craindre de me tromper malheureusement, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bah, j'espère que ça vous a intéressé et puis, bah, n'hésitez pas, hein, si jamais, je peux aider pour d'autres, questions. Je n'hésiterai pas et je peux vous assurer que ça a intéressé les spectateurs et spectatrices de cette émission. Très bonne journée à vous. Au revoir. Bonne fin de journée.